Nous corrigeons la série d'exercices situations concrètes. Il s'agit de petits exercices donnant des situations issues de la physique ou de la vie quotidienne qui montrent que la fonction inverse est présente dans ces situations. Donc la première situation, c'est en électricité. La puissance électrique, qu'on appelle P et qui est exprimée en watts, est le produit de la tension U, qui est exprimée en volts, et de l'intensité I, qui est exprimée en ampères. Donc par exemple, calculer la puissance P pour une tension U égale 5 volts et I égale 10 ampères. Donc là, c'est très simple, il suffit de dire que la puissance P est égale à U multiplié par I, c'est-à-dire 5 fois 10, égale 50 watts. Ensuite, exprimer P en fonction de U et de I, nous l'avons déjà écrit, P égale U fois I en général. Faire une phrase avec le mot proportionnel. À tension constante, la puissance P est... Alors, à tension constante, ça veut dire que U est constante. Ça veut dire que la puissance P est proportionnelle à I et que la constante de proportionnalité, c'est la tension U. Donc, à tension constante, la puissance P est proportionnelle à l'intensité I. Question 2. Deuxièmement, petit a, calculer la tension U pour une intensité I égale 20 ampères et une puissance P égale 50 watts. Alors, cette fois, il va falloir faire une division, puisque U va être égal à P divisé par I. Forcément, puisque P est égal à U fois I, si on divise par I de chaque côté, il va nous rester U égale P divisé par I. Donc, si on a une puissance de 50 watts et une intensité de 20 ampères, on va trouver une tension de 50 sur 20, c'est-à-dire 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5 volts. De manière générale, P divisé par I est égal à U. Alors, faire une phrase avec les mots inversement proportionnels. À puissance constante, la tension U est. Alors, la tension U, si la puissance P est constante, eh ben, elle est inversement proportionnelle à l'intensité I. Inversement proportionnelle à l'intensité I. Voilà pour cet exemple, cet exercice 1. Donc nous voyons que à puissance constante, quand on fait varier l'intensité, eh bien, plus l'intensité augmente, plus la tension va baisser, et de manière inversement proportionnelle. Donc, c'est-à-dire le long d'une hyperbole similaire à celle de la fonction inverse. Donc, sur un graphique, ça se représente comme ça, hein. On a la tension U qui est exprimée par f de x, qui est égale à 50 sur x, et x, c'est l'intensité. Donc sur l'axe des x, nous aurons l'intensité, et sur l'axe des y, nous aurons la tension. La tension et l'intensité à puissance constante, ici on a pris 50 watts, sont inversement proportionnelles l'une à l'autre. Par conséquent, elles sont reliées par une branche d'hyperbole
la branche ici positive. Donc dans notre exemple, on avait 50 divisé par 20, c'est ici. Et nous trouvons bien 2,5 pour la tension. Je vais mettre le point. Nous trouvons bien 2,5 pour la tension. Donc quand l'intensité augmente, la tension baisse, et quand l'intensité diminue, la tension augmente. Tout ça à puissance constante. Bien sûr, la partie négative de l'hyperbole, mathématiquement, elle existe, la branche négative, mais d'un point de vue physique, ici, elle n'a pas de signification physique. Ce qui nous intéresse dans la signification physique, c'est uniquement la branche où U et I sont positifs. Dans le deuxième exercice, on a un exemple tiré de la vie quotidienne. Dans une ville, on paye l'eau du robinet P euros le mètre cube. Donc on va payer P euros pour 1 mètre cube d'eau. Soit V le volume d'eau que l'on peut acheter avec une somme de 100 euros. Alors premièrement, que peut-on dire de V, le volume d'eau que l'on peut acheter, quand P, le prix, augmente? Eh bien, de manière tout à fait naturelle, on pense que quand le prix augmente, on peut acheter moins d'eau. Donc le volume V va être plus petit, le volume V qu'on peut acheter avec 100 euros. Donc la réponse s'impose. Que peut-on dire de V quand P augmente? Eh bien V diminue. Faire une phrase avec le mot décroissante. Eh bien, quand P augmente, V diminue. Ça veut dire que V est une fonction décroissante de P. V est une fonction décroissante de P. Exprimer en fonction de P le volume d'eau V que l'on peut acheter. Donc ici il va falloir faire une division, puisqu'il va falloir diviser la somme d'argent qu'on a, 100 euros, par le prix. Donc ça va nous donner le volume d'eau que l'on peut acheter, c'est 100 mètres cubes, 100 euros, pardon, divisé par le prix P, 100 sur P. En effet, si nous avons 100 euros et que le mètre cube coûte P euros, eh ben nous pouvons acheter un volume de V litres. Pardon, V mètre cube. Prenons un exemple. Si par exemple nous avons un prix de... Prenons un prix un prix tout simple, 10 euros le mètre cube. Si nous avons 100 euros et que nous avons 10 euros le mètre cube, nous pouvons acheter 10 mètres cubes. 100 divisé par 10. Si le prix c'est 5 euros le mètre cube, eh ben, avec 100 euros, nous pouvons acheter 100 divisé par 5 euros le mètre cube, c'est-à-dire 20 mètres cubes. Si le prix double, que peut-on dire de V? Eh bien, si le prix est multiplié par 2, nous pouvons acheter 2 fois moins d'eau, tout simplement. Alors ça, on peut l'écrire avec une formule. Imaginons que on double le prix. Donc ici on met 2 fois plus. Et bien forcément, comme on a divisé par 2 à droite, on va diviser par 2 également à gauche. Donc on va avoir V divisé par 2. Donc on peut acheter 2 fois moins d'eau. Si le prix triple, que peut-on dire de V? Eh bien, si le prix est 3 fois plus grand, le volume qu'on va pouvoir acheter va être divisé par 3. Donc si le prix est 3 fois plus grand, on peut acheter un volume 3 fois plus petit. Faire une phrase avec les mots inversement proportionnels. Le volume V
qu'on peut acheter avec 100 € est inversement proportionnel au prix P. Donner le compte-rendu de tracé de la fonction V en fonction de P, je vais le faire sur GeoGebra. Donc la fonction, c'est le volume V, ça va être f de x et il va être exprimé sur l'axe des ordonnées y, et le prix P, ça va être notre variable x qui est sur l'axe des x, donc horizontal. Comme V est égal à 100 sur P, les deux sont reliés par une branche d'hyperbole, et nous voyons que quand le prix augmente, le volume baisse, quand le prix diminue, le volume augmente, de manière inversement proportionnelle, c'est-à-dire sur la branche d'une hyperbole. Comme tout à l'heure, la branche négative de la fonction, mathématiquement, elle existe, mais elle ne signifie rien dans notre situation. Troisième exemple, lui aussi issu de la vie quotidienne, mais aussi relié à la physique, à la mécanique, c'est-à-dire à la science du mouvement. Un véhicule roule sur une autoroute à la vitesse V qui est exprimée en km/h. Il parcourt la distance de 50 km en un temps t, qui est exprimé en heures. Et nous nous intéressons à ce graphique. Quelles sont les grandeurs représentées sur les axes? Exprimer les unités. Alors regardons ça d'un peu plus près. Ce que nous avons sur l'axe des x ici, c'est certainement la vitesse qui va varier entre 0 et 160, même si c'est un excès de vitesse. Et sur l'axe des ordonnées ici, nous allons avoir le temps en heures. Donc 0,1 heure, 0,2 heures jusqu'à 0,8 heures. Les deux grandeurs sont exprimées, sont reliées par une branche d'hyperbole dont on voit un bout ici. Donc ce que nous avons en abscisse, c'est la vitesse en km/h et en ordonnée le temps de parcours des 50 km. Par exemple, si on roule à 100 km/h, nous aurons un temps de parcours de 0,5 heures, c'est-à-dire une demi-heure pour faire 50 km. Évidemment, si on roule à 100 à l'heure, on fait 50 km en une demi-heure. Déterminer par lecture graphique le temps gagné en roulant à 125 km/h plutôt qu'à 100 km/h. Donc, par lecture graphique, il va peut-être falloir le faire sur GeoGebra pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Donc la fonction f de x, c'est 50 sur x. X, notre variable, c'est la vitesse. Vous voyez en bas qu'elle varie autour de 100 km/h ici. Le f de x, c'est le temps. 0,1 heure, 0,2 heures, 0,3 heures, 0,4 heures, 0,5 heures, 0,6 heures. Et 50, c'est donc la distance à parcourir. Quand nous divisons la distance d par la vitesse v, nous obtenons le temps t. J'ai placé les points A et B qui correspondent à 100 km/h et à 125 km/h. Donc le point A pour 100 km/h nous donne 0,5 heures et le temps B pour 125 km/h nous donne 0,4 heures. Par conséquent, nous gagnons 0,1 heure en allant à 125 plutôt qu'à 100. 0,1 heure, c'est un dixième d'heure, c'est-à-dire 6 minutes. On gagne donc 6 minutes si on roule à 125 plutôt qu'à 100. Question troisièmement, petit a, faire une phrase avec les mots inversement proportionnels. Eh bien, le temps de parcours, t, est inversement proportionnel à la vitesse. Donc vous voyez que cette fonction inverse, elle apparaît, elle est importante dans beaucoup de situations. Question 3b, exprimer t en fonction de v. Donc ça, c'est simple, vous connaissez cette formule de physique. T égale
t égale la distance d, donc ici c'est 50 km, divisé par v, la vitesse. Donc si on est dans notre situation à nous, ça sera donc 50 divisé par v. Retrouver le résultat du 2 par le calcul. Donc le fait de gagner 6 minutes. Alors nous pouvons utiliser cette formule. Le temps t, on va écrire le temps t 125, non, pardon, le temps t pour 100 km/h moins le temps t pour 125 km/h. Ça va donc être égal à 50 km divisé par la vitesse 100 moins la distance 50 divisé par la vitesse 125. Et donc il suffit de calculer ça pour retrouver 6 minutes. C'est un calcul sur les fractions, donc il va falloir mettre au même dénominateur. On va pouvoir mettre par exemple sur 500. Si nous mettons ces fractions sur 500, on aura donc en multipliant par 5 250 sur 500 et en multipliant ici par 4 on aura 200 et 4 fois 125 ça fait également 500. Ça fait donc 50 sur 500, c'est-à-dire 1 sur 10, 0,1 heure, ou alors 6 minutes. La quatrième situation est issue de la physique, il s'agit de l'attraction gravitationnelle. Nous subissons l'attraction gravitationnelle, qu'on appelle P, comme poids, de la Terre, en raison inverse du carré de la distance d qui nous sépare du centre de la Terre. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est pour exprimer que finalement il y a des situations où une quantité est décroissante, mais où ça n'est pas inversement proportionnel. Puisque là nous avons le carré qui intervient. Alors allons-y étape par étape. Premièrement, que peut-on dire du poids quand la distance d augmente ? Eh bien, quand nous nous éloignons du centre de la Terre, l'attraction gravitationnelle va diminuer. Typiquement, quand on est dans l'espace, on est en apesanteur quand on est très loin de la Terre. Donc on ne subit plus ou très peu l'attraction gravitationnelle. Donc que peut-on dire du poids P de l'attraction gravitationnelle quand la distance augmente ? Eh bien, P diminue. Faire une phrase avec le mot décroissante. Le poids P est une fonction décroissante de la distance d. Puisque quand d augmente, le poids diminue. Alors ça paraît difficile d'imaginer quand on vit sur Terre que notre poids va diminuer quand on s'éloigne de la Terre. Hein. Pourtant les astronautes l'expérimentent bien. Alors au niveau de la mer, l'intensité de la pesanteur est de 9,1 newtons par kilogramme. Cela signifie que pour une masse de 1 kg, une force de 9,81 newtons s'exerce sur notre corps. C'est l'attraction gravitationnelle, c'est notre poids. Alors quel est votre poids au niveau de la mer ? Alors je ne connais pas votre poids. Disons, prenons un exemple. Hein. Imaginons que vous pesiez 70 kg. Si vous pesez 70 kg, pour chacun de vos kilos, vous allez prendre une force de 9,81 newtons au niveau de la mer. Ça veut donc dire que votre poids, ce sera 70 kg multiplié par 9,81. Et donc ça va nous faire,
Si je retrouve ma calculatrice, voilà, 70 fois 9,81, on trouve 686,7 newtons. Donc ça, c'est le poids que vous ressentez usuellement au niveau de la mer. Alors vous, si vous vivez en Alsace, vous êtes à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, votre poids sera donc un tout petit peu plus faible, mais c'est quasiment insensible avec 200 mètres d'écart. Question B, on a le poids qui est égal à une constante petit a divisé par d au carré fois la masse en kilogrammes. Donc A est une constante que l'on va calculer. M, c'est votre masse en kilogrammes, que vous appelez vous couramment dans la vie quotidienne votre poids, mais en physique ça s'appelle la masse. Et il faut calculer petit a en utilisant la valeur usuelle du rayon de la Terre. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a P qui est égal à A sur D au carré fois M. Alors comment est-ce qu'on a trouvé cette formule ? On nous dit que notre attraction gravitationnelle varie en raison inverse du carré de la distance D. Donc ça veut dire que notre poids va être proportionnel à notre masse, M, mais inversement proportionnel au carré de la distance D, donc D au carré. Quant à A, c'est la constante de proportionnalité. Donc si on remplace, on est au niveau de la mer, si on remplace notre distance D par 6400 km, donc là il va falloir exprimer ça en mètres, on va rajouter 3 zéros. Et donc la masse M, ici, on va prendre 1 kg. Et on sait que au niveau de la mer, 1 kg va représenter un poids de 9,81 newtons. Par conséquent, le nombre A, on peut le calculer à partir de ça. Le nombre A, ça va donc être 9,81 multiplié par 6400 et 3 zéros au carré. Donc ça nous fait un nombre qu'on peut calculer à la calculatrice. Donc 6400, on rajoute 3 zéros, on met au carré et on fait fois 9,80. Ah, j'ai raté. 9, ah non, j'ai raté. Fois 9,81. Alors, on trouve un nombre monstrueux. Je vais le copier. Voilà donc la constante petit a. Donc ça représente... donc là on a 600 millions. Là on a 817 milliards. Et donc là on a 401 milliers de milliards. Donc c'est un nombre absolument énorme. Que peut-on dire du poids d'une personne de 70 kg en vol orbital à 10 000 km du sol? Alors nous allons utiliser toujours cette formule-là. On peut remplacer maintenant notre A par ce nombre énorme. Alors en physique, on utiliserait des puissances de 10 pour l'écrire. Alors si on est en vol orbital à 10 000 km du sol, ça veut dire qu'on est à 6400
à 6400 mètres du sol quand on est à la surface, et on rajoute 10 000 et encore 3 zéros pour avoir des mètres. Là, on est en vol orbital, et on met ça au carré, et on multiplie par notre masse qui est de 70 kg. Donc il va falloir faire ce calcul. Donc on prend notre nombre qui est là, on le divise par 6400, donc 6 400 000 plus 10 000 km. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 10 millions de mètres. Et on multiplie encore ça par 70. Et donc là, je trouve un résultat qui n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié le carré, c'est pour ça. Est-ce que je peux réparer? Non. Bon, bah il me reste plus qu'à recommencer. 401, 817, 600, 1, 2, 3, 1, 2, 3, divisé par 6400, 1, 2, 3, plus 10 000, 1, 2, 3. Je ferme la parenthèse, je mets au carré, et je multiplie le résultat par 70. Et là, donc, j'ai 104,57 newtons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 104,57 newtons? Ben, ça veut dire que si vous êtes en vol orbital à 10 000 km du sol et que vous pesez 70 kg, vous ressentez 104 newtons d'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire en équivalence, si vous imaginez que vous êtes à la surface de la Terre, 104 newtons divisé par 9,81, bah, ça fait à peu près divisé par 10. Hein. Donc vous avez l'impression de peser 10 kg. Donc quand vous êtes en vol orbital, à 10 000 km du sol, vous êtes léger, vous vous sentez léger, vous avez l'impression de peser 10 kg et vous êtes un surhomme. Après, pour d'autres choses, ça peut être moins pratique. Si la distance D double, que peut-on dire de votre poids P? Alors, comme la distance double, eh bien, votre formule va vous dire que quand la distance double, ici, vous allez mettre 2D. Mais il va falloir mettre ça au carré. Comme le 2 est à l'intérieur du carré, si on veut calculer ça et supprimer les parenthèses, il va y avoir 4 ici. 2 au carré. Par conséquent, votre poids ressenti, votre poids, va être 4 fois plus petit si la distance double. Donc là, on n'a pas une proportionnalité inverse, on a une proportionnalité inverse au carré. Donc c'est en raison inverse du carré de la distance. Si la distance triple, eh bien, D devient 3D. Et dans ce cas-là, on a 3 au carré, 9D au carré. Donc votre poids est divisé par 9. Non, vous êtes 3 fois plus loin, mais votre poids est divisé par 9. Voilà un petit peu pour cet exemple où on voit qu'il y a des situations où la quantité ne varie pas de manière inversement proportionnelle à la variable, mais de manière inversement proportionnelle au carré de la variable. Dans le sommaire, vous avez un lien vers cette figure que j'ai faite et que vous pouvez vous amuser à faire sur GeoGebra. C'est un petit peu difficile, mais certains peuvent y arriver. Vous voyez la Terre, hein, le rond, le cercle, et vous avez le bonhomme qui a son poids quand il est au niveau de la mer, qui est la flèche rouge. Quand il s'éloigne et qu'il s'envole, son poids diminue. Quand il est en vol orbital, très loin, eh ben son poids est quasiment nul.
Quand il est 2 fois plus loin du centre de la Terre, son poids est divisé par 4. Vous voyez que le poids diminue très très rapidement, proportionnellement à l'inverse du carré de la distance quand il s'éloigne. Donc c'est pour ça que quand on est dans l'espace, même pas très très loin dans l'espace comme les satellites, le poids diminue fortement.